C'est déjà la fin de cette journée. On espère que vous avez apprécié cette demi-journée. On espère que vous avez apprécié tous les témoignages, les démos, les tables rondes, la présentation de ce que sont toutes les structures de valorisation qui peuvent vous accompagner, à la fois vous en ligne, vous ici. Merci de nous avoir écoutés, mais on ne va pas se quitter sans se dire au revoir. J'appelle sur scène 3 personnes. Pascal Ribon, directrice Deep Tech BPI France, que vous avez entendu tout à l'heure, Cédric Rosan, délégué innovation, Philippe Parège, coordinateur du PUI Normand, de Normandie Université, et notre parrain de l'édition, donc 4 personnes, Philippe Binqueteux, que j'invite à me rejoindre sur scène. On a 4 micros pour 5, ce qui n'est pas très grave. Il faudra se partager un peu. Vous pouvez vous asseoir. Hop. Très bien, c'est chacun. Alors, qu'est-ce qui veut commencer? Bon, je commence par vous, Pascal. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez entendu? On dirait que tout est à disposition, pour peu qu'on comprenne maintenant un peu les arcanes de l'innovation. Il n'y a plus qu'à. Tout à fait, il n'y a plus qu'à. On a vu à la fois qu'il y avait tout un tas d'outils qui étaient disponibles, et puis on a vu qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qui avaient déjà fait le chemin à différents niveaux, donc j'espère que ça aura donné envie. Et puis j'ai beaucoup aimé les démonstrations. Je trouve que les démos, ça permet de stimuler l'envie, voilà, ça rend les choses tangibles et ça permet de montrer ce à quoi on peut arriver quand on a une idée, et puis qu'on la pousse plus loin et qu'elle se concrétise dans le cadre de la création d'une start-up. Ouais, voilà, merci à Neosim. Ça aura donné envie. Et merci à Antonia qui nous ont donné deux belles démonstrations. Cédric Rosan, donc vous attendez maintenant qu'on toque à votre porte, j'imagine? Exactement. Et en fait, le Deep Tech Tour d'aujourd'hui a permis de voir aussi, même pour BPI France, des intervenants start-up créés qu'on ne connaissait pas. Voilà. Et effectivement, ça permet, et c'est bien le but aussi de réunir l'écosystème et puis de discuter entre nous, de pouvoir connaître des sociétés qu'on n'a pas vu frapper à notre porte, justement. C'est très très intéressant. Et aussi sur une conclusion, c'est que là c'est un point de départ. Il y a une suite qui va être à donner, de continuer cet élan qu'on a pu avoir aujourd'hui, de l'entretenir dans les mois à venir pour qu'on puisse alimenter les futurs projets Deep Tech de la région normande. Donc, et moi je suis très content d'avoir vu des témoignages de jeunes d'université qui étaient encore en études, solliciter les différents dispositifs régionaux qui leur ont permis d'aller jusqu'au bout de leur projet. Et certes, ils en sont qu'aux prémices, certains. Il y a encore une grosse marche à franchir, mais tout l'écosystème est là pour les amener à aller beaucoup plus loin. Voilà. J'entendais monsieur dire que plus on était jeune, plus on avait de chances de réussir. C'est ça. Un peu inconscient. Parce qu'on est inconscient. Voilà. Pas de souci. Je vous laisserai le mot de la fin, Philippe, en tant que parrain de l'événement. Et j'ai un deuxième Philippe pour me permettre de tirer les conclusions de cette journée. Vous en avez retenu quoi, Philippe Parège? Alors, je vais intervenir au titre de Normandie Université et du PUI. Et du PUI. Alors, il a été évoqué 3 lettres qui veulent rien dire peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. En tout cas, j'ai adoré écouter. Alors, j'ai pas pu être là depuis le début, mais j'ai adoré écouter tout ce qui s'est dit, et j'ai surtout relevé à chaque fois, c'était mais c'est dommage que oui, mais c'est difficile de. J'ai relevé les interfaces. Alors, il existe plein de structures, d'organismes, etc. Mais je crois que c'est Laurent Protin qui disait tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on va de l'une à l'autre? Et la région aide à faire tout ça. Pour les étudiants, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et ça peut paraître un peu confus. Là, aujourd'hui, on a une belle démonstration de tous les systèmes qui sont existants et qui peuvent aider. Mais la suite logique de tout ça, qui je dois aller voir en premier, alors j'entendais tout à l'heure la table ronde précédente était superbe pour ça, c'est que il faut aller voir où la DRV, où le machin, où le truc, où le bidule. Quand on est étudiant et même enseignant, dans les laboratoires, c'est quelque chose qui peut paraître un peu abscon. Je suis moi-même chercheur et je suis dans un laboratoire et je sais que sur les 200 étudiants et chercheurs du laboratoire, si je commence à leur parler de Normandie Incubation, de pépites, etc., je pense qu'à 95%, aucun ne sait vraiment à quoi ça sert et comment ça fonctionne.
Alors après ce préambule, qui est pas du tout, que je dénigre rien du tout, c'est très très bien. Mais le rôle du PUI dans cette affaire-là, pôle universitaire d'innovation, c'est un outil que le ministère a décidé de mettre en place. Ils ont décidé de sélectionner 5 régions au travers desquelles on va être un peu pilote de ce qui va se passer par la suite. Là, ils vont lancer un appel à projet pour en labelliser 15 de plus. L'idée, c'est de justement donner des moyens supplémentaires pour essayer d'organiser la cohérence et la mise en partition de tout cela. Donc ça, c'est très très bien. Alors en Normandie, on faisait du PUI sans le savoir, en réalité, puisque je vois Christine là, je vois Laurent, qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble avec les DRV des établissements, avec les organismes, etc. Sauf que là, aujourd'hui, on va nous donner des moyens supplémentaires pour mettre tout le monde autour de la table, y compris la région, y compris les draries, enfin tout l'écosystème va être là présent autour d'une seule et même table. Et donc les moyens du PUI qui sont donnés, c'est justement pour essayer d'organiser au mieux tout cela. Alors dans le PUI, on a 3 grands volets d'action. Le premier, et je pense que ça a été rappelé très souvent ici, et c'est ce qui est absolument nécessaire, c'est l'acculturation. Comment est-ce qu'on va de manière massive, parce que là on l'entendait, j'ai donné un cours à 12 élèves, j'ai vu mon étudiant de master où j'ai sollicité 3 jeunes que j'ai rencontrés à la machine à café. Là on va essayer de massifier tout ça, ça veut dire que tous les étudiants, quel que soit leur cursus universitaire ou d'école d'ingénieur, à un moment donné dans leur formation, ils auront eu les connaissances et acquerront les compétences de ce que c'est que l'innovation et tout ce que c'est. Alors, je ne parle pas d'incubation, etc., je parle d'innovation, hein, c'est toute la chaîne pour que ces jeunes-là soient acculturés. Là, je parle des étudiants. Après, il faut faire la même chose avec les doctorants. Un doctorant dans un laboratoire a besoin aussi d'avoir cette culture-là. Et ensuite, on va continuer la chaîne. Ça veut dire qu'il faut, et on l'a dit tout à l'heure, il faut que les encadrants aient également cette culture. Ils ne l'ont pas tous, et on le sait bien. Et puis ensuite, il faut aussi que les collègues des DRV aient également cette culture. Parce qu'évidemment, ça évolue au fil de temps. Et là, on parle des deep tech, etc. Quelqu'un dans une DRV qui est là depuis 20 ans, n'a pas forcément suivi toutes les formations, il ne va pas pouvoir forcément... Une DRV, pour ceux qui nous... Direction de la recherche et de la valorisation. Merci. Dans un établissement. Donc il y a cette acculturation-là qui doit être faite de manière assez massive et systématique. Alors évidemment, on ne va pas faire ça tous les ans, ça peut être quelque chose qui revient de manière biannuelle ou triannuelle, mais il faut qu'il y ait ça. Donc le PUI a vocation à faire cela. Et puis ensuite, le PUI, il y a une chaîne d'action sur la valorisation. Donc en Normandie, on va travailler sur des secteurs particuliers, des priorités sectorielles. On en a défini 4 grandes. Qu'est-ce qui se passe autour de l'énergie, l'environnement? Qu'est-ce qui se passe autour de la chimie, biologie, santé? Qu'est-ce qui se passe autour du numérique? Et puis qu'est-ce qui se passe autour de les sciences humaines, l'art et la culture? Et donc quand on regarde ces 4 priorités sectorielles, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne peut pas travailler de la même manière avec. Autant sur un domaine que je connais bien qui va être la science des matériaux, etc. La meilleure manière de travailler avec les chercheurs, ça va peut-être être de faire et développer le partenariat. Parce qu'il n'y a pas forcément de brevet à développer. Quand vous travaillez avec EDF, vous n'allez pas développer un brevet sur une centrale nucléaire, ça n'existe pas. Donc vous allez plutôt faire du partenariat avec eux. Par contre, quand vous êtes dans le domaine du numérique ou le domaine de la santé, là, il y a peut-être beaucoup de choses à faire dans le domaine de la start-up, etc. Donc il va falloir, dans chacun des secteurs, essayer d'aller prendre les choses et d'aller, non pas essayer de mettre tout le monde au même niveau, mais là où les choses marchent bien, faire en sorte qu'elles marchent encore mieux. Et à mon avis, c'est ça qui sera le plus efficace. Et puis le troisième pilier, c'est de mettre en place un certain nombre d'outils pour justement aider à réaliser tout ça. Un des premiers outils, ça va être de faire un fronton visible de ce que c'est que l'innovation. Parce que quand on présente, alors évidemment chacun travaille pour sa paroisse, mais quand on présente Pépite, quand on présente Normandie Valo, quand on présente Normandie Incubation, tout ça, ça fait partie d'un tout en réalité. Et donc l'idée pour les jeunes et pour les étudiants ici, et même pour les autres, c'est d'avoir au moins un fronton unique vers lequel ils vont s'adresser, et après c'est tout le monde derrière qui va savoir ce qu'il faut faire, et on le présentera à ce moment-là à la bonne personne. Donc ça c'est un des outils sur lequel il faut absolument travailler. Avec des annonces dans quelques jours, je crois, l'appel à projet par Sylvie Retailleau, m'a-t-on dit. On verra. C'est voilà, cela. On souhaite bon courage. Je vais vous laisser la parole, Philippe, pour conclure cette journée. Vous l'avez ouverte
en nous présentant votre exemple. Finalement, il y a peut-être beaucoup des personnes qui nous écoutent qui sont dans la situation dans laquelle vous étiez, vous, il y a quelques années, quand vous vous êtes dit, tiens, bon, pourquoi pas. Vous leur dites quoi aujourd'hui ? Alors, d'abord, merci. C'est une lourde responsabilité de clôturer, surtout juste avant l'apéro. Ah oui, alors, effectivement, il y a un apéro. Et donc, je voudrais m'adresser finalement en tant qu'entrepreneur à de potentiels jeunes entrepreneurs et faire un résumé de ce qui a été dit. Il y a des gens très importants qui ont parlé et qui mettent en place tous les outils nécessaires pour la création d'entreprises. On ne comprend pas toujours ce qu'ils disent. Ils utilisent beaucoup d'abréviations. Pour moi, c'est un vrai maquis. Ça a été terrible. Mais il faut se laisser guider. Il faut se laisser guider. Et je crois que si on doit résumer, vous avez, pour ceux qui sont en école, une cellule de valorisation de la recherche et il faut aller voir cette cellule si vous avez une idée et eux vont vous orienter, vous guider. Ensuite, vous avez des incubateurs. Donc là, il faut s'orienter vers les incubateurs. Donc je pense qu'il faut des messages clairs et simples. Il y en a différents, mais globalement, eux vous orienteront au bon endroit. Et donc, quand on veut créer une entreprise, je pense qu'il y a 3 éléments. Il y a 3 éléments, c'est d'abord l'entrepreneur, ensuite le projet et les moyens. Et alors, je vais commencer à l'envers. Les moyens, on en a parlé, ils sont tous là. Ils sont tous là, vous avez tous les moyens. Aujourd'hui, vous avez tout l'escalier devant vous pour pouvoir gravir les marches. Et moi, comme je vous l'ai dit, en fait, quand j'ai commencé à lancer mon entreprise, les marches se sont créées devant moi. L'escalier n'existait pas, vous avez tout l'escalier devant vous. Donc ça, c'est une opportunité extraordinaire. On parle de Startup Nation et j'ai envie de dire de Normandie, de région Normandie. Startup Region. Et donc, vous avez un environnement exceptionnel. On a entendu parler de propriété intellectuelle aussi, on parle des moyens. J'ai envie de dire, tout ça, ça va venir avec. Il ne faut pas se stresser de trop. Il faut quand même être parano sur la propriété industrielle, attention. Ça, il n'y a aucun doute. Mais pour vous dire, moi, j'ai toujours été très, très attentif à la propriété industrielle. Aujourd'hui, notre budget, allez, je vais vous faire peur, mais notre budget pour la propriété industrielle est à peu près de 400 000 € par an. Donc ça vous donne une idée jusqu'où on peut, et on peut aller beaucoup plus loin encore. J'aurais jamais imaginé avoir un tel budget quelques années auparavant. Voilà, donc c'est un vrai sujet, c'est une vraie stratégie. Vous avez vu, c'est compliqué. Il y a des réponses qui ne sont pas toutes identiques. C'est un sujet complexe, la propriété industrielle. Donc les moyens, ils sont là. Le projet, vous êtes le meilleur juge en fait de ce projet pour savoir s'il est faisable. Parce qu'il y a 2 réponses, il y a 2 questions auxquelles il faudra répondre quand vous aurez face à votre projet. C'est est-ce qu'il est faisable, est-ce qu'il est vendable. Donc faisable, vous êtes le meilleur pour savoir s'il est faisable parce que vous avez fait des recherches en antériorité, vous avez fait tout un travail de recherche dessus et donc on aura beau nommer des experts pour les évaluer. Je pense que vous êtes vraiment le meilleur, la meilleure personne pour savoir si ce projet est faisable. Et ensuite, est-ce qu'il est vendable? C'est un néologisme, ça n'existe pas, mais globalement, c'est est-ce qu'on peut en faire un business? Parce que c'est bien d'avoir une idée, c'est bien d'avoir un projet éventuellement complexe, mais est-ce qu'on peut en faire un business? Parce que si on ne peut pas en faire de business, malgré tout, à la fin du bout, faut quand même pouvoir en vivre, faire vivre une équipe, quel que soit le modèle du business, parce qu'il y a différents modèles qui existent, mais il faut pouvoir en faire quelque chose. Voilà, donc les moyens, le projet, et puis après, il y a l'homme, la femme, en l'occurrence, donc l'entrepreneur, l'entrepreneuse. On voit que l'entrepreneuriat peut venir de n'importe qui. Il y a beaucoup de diversité, de profils, d'origine, et on manque de femmes, manifestement. On en parle beaucoup, mais pourtant, c'est ouvert à tous. Je pense que n'importe qui peut entreprendre et ça peut venir de n'importe où. Moi, ce que je retiens quand même, c'est infraverbal, c'est l'œil. L'œil de tous les témoignages qu'on a vus, l'œil brillant de toutes ces personnes qui vivent quelque chose d'extraordinaire.
qui vivent une aventure. D'ailleurs, les sociétés de capital risque, on les appelle comme ça en France, mais aux États-Unis, on les appelle venture capital. C'est l'aventure. Et je pense que tous ceux qui ont témoigné ici sont absolument enthousiasmés par ce qu'ils font. Je peux vous assurer, on pourrait faire un sondage, hein, mais je suis quasiment certain que tous se réveillent la nuit pour noter des choses, bossent éventuellement la nuit, le week-end, mais ils ne le font pas parce qu'ils le doivent, ils le font parce que ils sont passionnés par ce qu'ils font. C'est vraiment une aventure. Et j'ai envie de vous dire quelque chose, peut-être parce que c'est quelque chose qui peut vous aider éventuellement à franchir le cap. C'est finalement, est-ce qu'on a les compétences? C'est une autre table ronde qui a eu lieu. Donc, dans mon wrap-up, encore un anglicisme, un résumé, je pense que c'est important de se dire que non, vous n'avez pas toutes les compétences. Et ça, je vais vous mettre à l'aise. Personne n'a toutes les compétences nécessaires pour créer une entreprise. C'est pas possible parce que une entreprise, c'est une boule à facettes. Il y a tout un tas de compétences à avoir et donc vous n'êtes ni expert comptable, ni conseiller en propriété industrielle, ni avocat, ni enfin voilà, vous êtes peut-être ingénieur. Moi, je suis médecin, je suis radiologue, mais il se trouve que mon premier produit, il adresse la cardiologie interventionnelle et je suis pas cardiologue interventionnel, donc je n'ai aucune expertise. Par contre, j'ai découvert au fil du temps que j'avais une qualité. Une vraie qualité, c'était celle d'entrepreneur. Je ne pensais pas que c'était une qualité, et je peux vous assurer que c'en est une. Parce que tout le monde n'est pas capable d'entreprendre. Il faut avoir ça dans les tripes, il faut avoir l'envie, et il faut savoir que c'est possible et que vous pouvez tous plus ou moins devenir entrepreneur. C'est une question de, voilà, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie? Et mener un projet jusqu'au bout, c'est absolument palpitant et je suis vraiment très heureux de l'aventure que j'ai suivie et vécue. Merci à vous. Mais le mot de la fin, s'il fallait n'écouter qu'une intervention, ce serait la vôtre. Vous avez tout résumé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous chez vous, ma caméra est là. Oui, il y a un cocktail et oui, vous pourrez y accéder. On peut les applaudir. Merci à vous, Kat. Merci à vous. Lisez The Meta News, il paraît que ça fait pas de mal. Et le cocktail, c'est par ici que ça se passe. Sur votre droite. Non, sur votre gauche. Sur ma droite. À bientôt et bonne soirée à vous.